Bonjour, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Hey François, d'abord, il faut absolument revenir sur cette blessure de Brendan Gallagher. Aïe aïe, tu connais ça toi par exemple? Je connais ça parce qu'on voit l'image présentement de ma blessure en 2014. Ouais, je me rappelle quand tu m'avais envoyé ça. Exactement. Ben, tu m'avais vu aussi, on avait tourné. Alors, deux belles pins que j'avais reçues à l'intérieur du petit doigt gauche. Combien de temps avait duré ta convalescence, Alex? 6 semaines. Okay. 6 semaines. Puis sérieusement, la différence entre Brendan Gallagher et moi, c'est que Brendan Gallagher... Le salaire? Bon, ça se compare. En ce moment. Mais la différence majeure, je te dirais, c'est que lui va prendre le temps d'aller voir l'ergothérapeute. Ce que moi, je ne faisais pas tout le temps. Alors honnêtement, maintenant, je peux jouer au baseball, je peux jouer au golf. Ça se ferme quand même relativement bien. J'ai de la force, je peux jouer au hockey aussi. Mais mon petit doigt ne se plie pas complètement comparativement aux autres. Il bloque là. Tandis que Brendan Gallagher, lui, avec l'ergothérapeute, il va faire ses exercices, puis il va revenir. Donc, ça va prendre un petit peu plus que 6 semaines. Il faut être patient. Mais je compatis avec lui. Puis je peux compatir aussi avec Carlson. Oui, j'ai pas blessure vu. qu'il avait eu. Non, mais sa blessure qu'il avait eue au tendon d'Achille, j'ai eu la même chose moi aussi. C'est vrai. Fait que, non, sérieusement, mais un petit doigt, c'est vrai que pour vrai, ça fait très, très mal. Sérieusement, ça fait bien des choses. Je te crois. Hey François, belle émission cette semaine et merci honnêtement à l'Organisation des Alouettes de Montréal de s'être prêté au jeu. Tu sais qu'il y a eu un événement avec les géants. Alors, ils étaient à Saint-Jean, ils sont venus nous voir. Ça donne une émission extraordinaire. Extraordinaire. Écoute, merci à Charles Roux, un responsable des communications pour les Alouettes, qui nous a arrangé ça en temps et lieu. Ils étaient à Saint-Jean. Nicolas Boulay qui est avec nous et Boris Bédé, qui est sur l'équipe d'étoiles cette année dans la Ligue canadienne. C'est pas rien. Donc, tout un show en perspective. Spécial Alouette, on s'arrête 5 secondes et au retour, la première entrevue que François a réalisée avec Nicolas Boulay. On est bien heureux cette semaine à Sport Express d'avoir un spécial sur les Alouettes de Montréal et mon premier invité est un secondeur québécois bien connu des Alouettes. Nicolas Boulay est avec nous. Salut Nicolas. Salut, ça va bien? Ben oui, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation à la dernière minute comme ça. Ça fait plaisir. Très apprécié. Nicolas, pour les gens qui ne te connaissent pas, parle-moi un petit peu de ton parcours de joueur de football. Comment ça a commencé pour Nicolas Boulay? L'aventure du football, j'imagine que tu n'étais pas trop vieux. Non, j'étais vraiment pas vieux. En fait, moi, mon père, c'est un joueur de football. Puis quand on était jeune, on jouait souvent au football. Dans le fond, mon père nous alignait à peu près à 20 verges l'un de l'autre. Mon frère avec le ballon, puis moi, il fallait que je le plaque. On se rentrait dedans. Donc, ça part de loin. Mais quand j'ai eu l'âge de 13 ans, on a déménagé en Caroline du Sud pour la retraite de mes parents. Mon frère, c'était un golfeur initialement, avant de devenir un joueur de golf. Et puis, c'est là que j'ai commencé à jouer au football. Au début, j'étais un receveur de passe. Je pesais 90 livres mouillés, puis j'avais pas de main, incapable d'attraper des ballons. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. L'année d'après, j'ai pris à peu près 60 livres à force de manger. J'avais commencé à m'entraîner, tout ça. Tu mangeais pas dans le temps, donc là... Non, exact, c'est ça. Exactement. Je me suis dit, ça fait plus mal. Quand je me suis mis à prendre du poids, ça faisait moins mal. Donc, c'est là aussi que j'ai commencé à jouer à défensive. OK. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait le switch, si tu me permets l'expression? On faisait des drills de plaquage en pratique. Et puis, un plaqué en particulier, en fait. C'était un drill, si tu veux, il y en avait un qui partait en ligne droite, l'autre qui arrivait en angle, puis tu plaquais, dans le fond, un angle de poursuite, un plaqué, tout. Et puis, je l'ai tellement frappé fort, puis ça a tellement pas fait mal. C'est drôle parce qu'au football, c'est ça, plus que tu frappes fort, moins que ça fait mal. Fait que plus c'est spectaculaire, moins ça fait Exactement. mal. Exactement. Souvent, c'est ça, oui. Donc ça, puis à ce moment-là, je tombe en amour avec la défensive. Puis j'ai réalisé, et les coachs aussi ont réalisé que j'avais un talent caché pour le football. Donc là, tu as commencé joueur défensif. Est-ce que tu as continué ta carrière étudiante à l'université, pas à l'université, pardon, au collège américain? Oui, en fait, j'ai fait un an à l'université américaine, Division 2, Newberry College, que ça s'appelait, Division 2. J'ai eu une scolarité pour aller jouer là-bas. Et puis, un an après ça, en fait, un an dans ma carrière universitaire aux États-Unis, mes parents et toute la famille ont décidé de redéménager au Canada. Et puis là, moi, j'avais le choix, dans le fond, de rester ou de revenir. Et puis, je suis revenu. Ce que la majorité des gens ne savent pas de ma carrière, c'est que j'ai fait une année à l'Université Laval, en fait, une session. Où est-ce que j'ai pas eu le temps de ma vie. J'étais arrivé là-bas, j'étais 4e string, je faisais pas partie des plans. J'étudiais aussi. Tu t'entraînais avec l'équipe? Oui, je m'entraînais, je pratiquais, je faisais partie de l'équipe. Mais je faisais pas partie des plans. Puis mes cours aussi, j'ai fait le switch de l'anglais au français. J'avais de la misère dans mes cours.
Et puis là, ça a été un moment de ma vie où est-ce que j'ai remis en question un petit peu ma carrière, puis qu'il y a vraiment un moment donné que je pensais arrêter de jouer au football. Et puis, j'ai décidé de me donner une seconde chance à la fin de cette saison-là, puis oui, bon, une bonne décision. Ouais, hein? Et puis, de me donner une deuxième chance à l'Université de Sherbrooke. Puis, j'ai également changé de programme. J'ai passé de biologie à finance, qui est quand même très différent. Mais la finance, c'était quelque chose qui était un petit peu, qui faisait partie de ma famille aussi. Mon père m'a montré le domaine de la bourse quand même très jeune. C'était quelque chose qui m'intéressait. Donc, j'ai pris goût assez rapidement, puis ça allait bien dans mes cours aussi. Puis à ma première année à l'Université de Sherbrooke, je suis tombé partant. Ils ont vu tout de suite que j'avais la flamme au cœur. Et puis, j'ai jamais débarqué du terrain. Puis, à ma dernière année, en fait, ma quatrième année, j'avais une autre année de plus, mais à ma quatrième année, j'ai été recruté par les Alouettes de Montréal. Maintenant, à ma troisième année, ça moment très spécial, j'imagine, Absolument. Le repêchage. Hein? Oui. Parle-moi un petit peu de la journée du repêchage pour un joueur. Comment on se sent quand tu sais que tu vas être repêché dans les Canadiennes? En fait, on ne le sait jamais. On s'en attend, c'est bien sûr. On ne sait jamais par qui, surtout. C'est ça qui est un petit peu stressant. Tu fais un petit peu des scénarios là, pendant plusieurs mois. Bien, si on va à Edmonton ou si on va à Calgary, si on va à BC, si on va à Saskatchewan. Donc, on se fait tous des scénarios. Ça serait le fun, tout ça. Puis moi, j'ai eu la chance d'aboutir à Montréal. De toutes les places, c'est assez incroyable. Moi, j'ai grandi en regardant les Alouettes. Donc, voir Anthony Calvillo. Puis ma première année, j'ai eu l'opportunité de jouer avec lui. Donc, c'est assez incroyable. Nicolas, parle-moi rapidement de ton parcours à l'Université de Sherbrooke. On en parlait hors d'onde. Tu as eu la chance de jouer avec Simon Charbonneau-Campeau, qui est un de nos athlètes ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bien reconnu également Alexandre Branco, qui portait les couleurs du Vert et Or. Parle-moi de ton expérience, le programme football à Sherbrooke avec le Vert et Or. Mon expérience, ça a été vraiment super. L'Université de Sherbrooke, c'est vraiment une ville étudiante en partant. Donc, c'est ça qui est vraiment le fun. Il y a l'école et puis il y a, si tu veux, la vie sociale à l'Université de Sherbrooke. C'est pas mal ça. Nous, le club de football, on était quand même assez concentrés. Je pense que c'était un programme d'élite qui est très avancé aussi. Et puis, on passait énormément de temps dans la salle d'entraînement. Est-ce que c'était André Bolduc qui était entraîneur à l'époque où tu étais, oui, qui est maintenant André avec vous Bolduc, autres, hein? oui. Donc, ça aussi, c'est assez le fun. Des retrouvailles. Oui. Et puis, dans ces années-là, on avait vraiment des bonnes équipes. Ils ont encore une très bonne équipe, mais on était tellement un bon groupe. On se tenait ensemble, puis on avait une cohésion assez incroyable dans l'équipe. Et puis, on voit maintenant qu'est-ce que ça donne, justement, Simon Charbonneau. On a Kevin Régimbal aussi, qui est avec nous, qui est dans la Ligue maintenant. Une belle machine de football que vous aviez. Oui, c'était vraiment quelque chose ces années-là. Nicolas, parle-moi de tes 3 premières années avec les Alouettes. Ça a bien été. Et ma première question qui me vient à l'idée, qu'est-ce que ça fait pour un Québécois de jouer à Montréal devant tes amis, tes francophones, veux pas, devant ta famille? Ça doit être spécial. Ah, c'est assez spécial. Puis on passe vraiment dans le fond, d'un joueur universitaire qui n'est pas vraiment connu à devenir une star, si tu veux. Une vedette, quasiment, oui. Quasiment. Puis nous, on vit un rêve, là, honnêtement. Comme je pense que n'importe quel jeune qui a joué au football au Québec a rêvé un jour de jouer pour les Alouettes de Montréal. Donc, c'est assez incroyable de pouvoir être ici. Puis chaque fois qu'on a l'opportunité de mettre le pied sur le terrain, que ce soit en pratique ou en match même, puis porter le logo des Alouettes, comme je le porte en ce moment, c'est un rêve vraiment qui est devenu réalité. Puis, on veut toujours en profiter parce que c'est pas quelque chose qui dure longtemps. La carrière moyenne d'un athlète, c'est 3 ans. 2,6 années, en fait. Donc, tu as déjà dépassé. J'ai déjà dépassé, donc je suis content, mais on en profite justement. Donc, c'est vraiment le fun. Lors de ton premier match dans la Ligue canadienne, dans l'uniforme des Alouettes, lorsque l'hymne national canadien a joué, tu étais sur le côté. Est-ce que tu as eu des émotions? C'est quoi les émotions qu'un petit gars du Québec ressent là, à quelques minutes de jouer ton premier match? En fait, moi, l'hymne national, c'est vraiment quelque chose que, pour moi en tout cas, qui est vraiment, vraiment le fun. On dirait que... C'est sacré. C'est vraiment sacré. Et puis, je prends ça au sérieux, puis c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, mon pays. Et puis, tout le temps aussi que j'étais aux États-Unis, le Canada a toujours eu sa place dans mon cœur, puis j'ai toujours gardé ça. Ça a toujours été une fierté pour moi. Et puis, chaque fois que j'entendais l'hymne national, je savais que après que ça terminait, c'était le temps de jouer un match. Donc, ces deux-là ont une corrélation directe. Et puis, chaque fois que j'entends l'hymne national, moi, ça me craint qu'au bout, là, je suis prêt à aller jouer un match après ça. Puis, tu sais, c'est quasiment tout le temps une larme qui me vient aux yeux parce que je suis tellement fier de pouvoir faire ce que je veux puis de vivre mon rêve. Donc, c'est vraiment... oui, c'est ça. Nicolas, qu'est-ce que tes entraîneurs te disent? Tu es un joueur régulier des Alouettes de Montréal. Pourquoi Nicolas Boulay fait partie de l'alignement des Alouettes? Qu'est-ce qu'on aime de toi comme joueur de football?
En fait, je pense que mon intensité, là, mon leadership, je veux dire, moi, je suis un gars qui va pas, qui parle quand même, mais qui surtout qui lead par l'exemple. Okay. Je mets beaucoup de à ta temps. place. Ouais, j'arrive tôt le matin, je suis un des derniers partis le soir. J'aime ça faire mon film, j'aime ça. Puis c'est quelque chose qui peut justement déteindre sur les autres joueurs, qui est important, je pense, surtout à notre niveau, qu'on a rendu des conventions collectives, tout ça. Les joueurs sont portés justement à en profiter un petit peu trop. Surtout pour moi, encore une fois, étant de Montréal, c'est quelque chose qui me tient à cœur de ramener la Coupe Gracie, puis c'est quelque chose que je veux faire dans ma carrière, que je n'ai pas encore eu l'opportunité de faire. Puis je pense que justement, cette année, j'ai eu un peu plus de temps de jeu défensif aussi. Je leur ai montré que j'avais la flamme, puis j'avais ma place. Tu faisais le travail aussi. Absolument. Donc, puis moi, je suis encore le jeune joueur de football de 13 ans, de 90 livres, dans le fond, qui a du plaisir de jouer pour jouer. Tu es payé pour faire ce que tu aimes. Mais c'est quoi? C'est secondaire, puis je l'ai dit à M. Pop quand j'ai re-signé mon contrat cette année. J'ai dit, moi, je veux être ici, puis je veux jouer au football parce que j'adore faire ça. Puis quand je suis sur le terrain, je suis sur le terrain pour gagner le match. Pas pour faire un nombre de plaqués, pas pour ci, pour ça. Donc, puis je donne tout le temps tout ce que j'ai dans mon cœur, toute l'énergie que j'ai, vraiment tout. Là. En terminant, il nous reste 1 minute. Notre prochain invité à ta place dans quelques instants sera Boris Bédé, votre botteur qui a connu toute une saison en tant que coéquipier et ami, j'imagine. Comment as-tu trouvé Boris cette année? Boris, pour une recrue. Oui, Boris a vraiment fait du beau travail. Il est arrivé ici justement avec tous les gens étaient un petit peu contre lui. Justement, il y avait Sean White qui était déjà très bien établi. Il était populaire également, Sean White. Absolument. Puis il était très bien établi. Il a fait un travail excellent. La nouvelle règle aussi des bottées de dégagement l'a aidé énormément, je pense. Mais c'est un gars ici, justement, qui est arrivé ici puis il a bien fait sa place et puis qui a fait une grosse différence, honnêtement. Si on regarde justement la facette de nos unités spéciales cette année, c'est la seule de nos 3 unités qui a vraiment été constante toute l'année. Ouais. On l'avait vu avec le Rouge et Or tout le temps. Il est dans notre cœur, nous aussi, les Québécois, je pense. Fait que c'est un des vôtres. Oui, absolument, absolument. Puis on le remercie énormément pour son beau travail. Puis on a bien hâte de voir à sa 2e année comment il va avoir amélioré sa game. Encore une fois, Kavis Reed est le bon coach pour l'encadrer. Oui, je pense que c'est la bonne personne en place, puis ça va faire une grande différence là, dans quelques années. Bien, Nicolas, écoute, on te souhaite le meilleur des repos peut-être pour les prochaines semaines. Ça va faire du bien, vous autres, soigner les petits bobos. Oui, absolument. Par la suite, l'entraînement qui recommence. L'enterrement de la saison. Oui, c'est ça. Celle-là, on va l'enterrer. Je vous souhaite la meilleure des saisons en 2016, puis je vous souhaite d'aller la chercher, la Coupe Grey. Je pense que vous êtes 2 chic types et vous la méritez. Merci beaucoup. Merci. Bien gentil. Merci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Nous sommes de retour à ce spécial Alouette ici à Sport Express et ça nous fait plaisir de recevoir le botteur des Alouettes de Montréal, Boris Bédé. Salut Boris. Ça va bien? Ben oui, ça va très, très bien. Merci Boris. On n'a pas le choix. On se doit de parler en début d'entrevue des événements qui sont arrivés vendredi dernier à Paris. D'abord, est-ce que tu avais de la famille qui était non loin de là? Non. Heureusement, j'avais juste une tante éloignée, mais sinon, tout le monde est plus dans le sud de la France.
sur la Côte d'Azur. C'est ça, toi, en fait, tu viens plus de Marseille, c'est ça? C'est ça. C'est juste à côté, c'est une plus petite ville à côté de Marseille qui s'appelle Toulon. Mais tu es quand même un Français qui est ici au Québec. Comment tu te sens? Parce que c'est la deuxième fois à l'intérieur de l'année. En janvier, Charlie Hebdo et là, les attentats au Bataclan et tout ça. Ça doit faire quelque chose. Oui, bien, je parlais ça avec des amis d'ailleurs. Je trouve que cet événement-là m'a vraiment, mais ça m'a pris. J'étais vraiment sous le choc. Là. Le soir même que ça s'est passé, je suis resté devant la télévision pendant à peu près 2 heures à juste regarder des informations parce que j'en revenais pas. Puis j'essayais de voir vraiment ce qui se passait, le nombre de personnes malheureusement qui sont décédées dans ces événements-là. Mais je trouve que cet événement-là m'a vraiment pris par rapport aux autres qui étaient aussi gros. Mais celui-là, j'ai l'impression que c'est plus personnel. Ils sont venus chercher les gens de ta génération, de notre génération, en fait, les jeunes. Hein? C'est ça, c'est les jeunes. Puis je pense que ça a été attaqué à n'importe qui était dans les alentours. Donc je pense que, veut pas, n'importe qui peut être touché. Ouais. Et tu y retournes bientôt? Oui, je rentre le 10 décembre d'ailleurs. Donc je pense que tout devrait bien aller. Exact. Boris, je veux qu'on parle un peu de toi, de ton cheminement jusqu'aux Alouettes de Montréal, parce que ça a été quand même assez extraordinaire. On l'a dit en ouverture, tu es un petit gars de Marseille. Généralement, les gars de Marseille, c'est Zidane, c'est Laurent Blanc. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de jouer au foot, mais au foot américain? Bien, en fait, le changement a été fait quand je suis arrivé aux États-Unis. Donc, à la base, moi aussi, j'ai joué au soccer pas mal toute ma vie. Mon père a joué au niveau professionnel aussi. Donc, le background de soccer a toujours été dans la famille. Et en fait, c'est en arrivant aux États-Unis que j'ai découvert le football. Donc, dans un cours de gym, tout simplement, il y avait le botteur à cette époque-là avait eu un AVC, donc il était malade puis il ne pouvait pas botter. Puis je suis allé dans ce cours-là et j'étais avec un des receveurs de cette équipe. Puis il m'a dit essaye de botter la balle. Puis ça a commencé comme ça. En gros, c'est parti comme ça, ouais. Parce que ça a changé la position de botteur. Parce qu'on va se le dire, dans les années 70-80, je ne disais pas que c'était la risée, mais quand même. T'sais, en plus, on dirait qu'au football canadien, on faisait exprès avec les botteurs, on mettait en tout cas une drôle de visière. Exactement, la one bar. Mais on te regarde maintenant, CC4, ça a changé votre profession quand même. Bien, je pense que oui. Je pense que les gars essaient de se développer pour pouvoir se protéger au cas où on vient au contact. Même si ça arrive quand même rarement, tu veux... Même moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Tu veux être le plus solide possible pour pouvoir prendre le contact et pas avoir mal pour le reste de la game. Exact. Donc, je pense que l'entraînement peut être que favorable pour nous. Et ensuite de ça arrive le Rouge et Or de l'Université Laval. D'abord, tu avais entendu parler du Rouge et Or comment? Parce que tu étais aux États-Unis? Bien, en fait, j'étais aux États-Unis pendant 5 ans, puis je suis rentré en France 1 an. Puis c'est en voulant venir au Canada que j'ai appris qu'il y avait l'équipe du Rouge et Or qui venait juste d'avoir gagné une Coupe Vanier d'ailleurs en 2010. Et quand tu recherches le Rouge et Or, tu vois qu'il y a quand même un très gros palmarès au niveau victoire, que ce soit au Québec ou au Canada. Donc, c'est quand même un très, très bon programme et un gros powerhouse. Et comment s'est passé tes années universitaires? Ça a bien été? 2 Coupes Vanier, entre autres? Ben ouais, 2 Coupes Vanier, une perdue, puis la dernière qui a été un peu plus dure à avaler, on va dire, l'année dernière à la Coupe d'André contre Montréal. Mais quand même, tu t'es bien repris parce que tu arrives au camp d'entraînement des Alouettes. Plusieurs personnes auraient pu rester peut-être avec un arrière-goût de comment s'est terminée ton aventure au niveau universitaire, mais tu es arrivé au camp des Alouettes, tu étais prêt. Pas grand monde a remis 2 $ sur toi face à Sean White non plus, mais quand même, comment tu t'es senti quand tu es arrivé au camp? Est-ce que tu t'es senti... Parce que Sean White, veux pas, vous étiez en compétition, mais il était là Oui, bien c'est sûr que c'est un vétéran établi dans cette ligue, puis je pense que c'est un joueur très respecté au niveau du vestiaire, en tout cas, ça l'était. Ça a été un peu un choc, là. C'était en compétition, mais veux pas, je pouvais pas dire grand-chose parce que j'étais derrière, puis c'était un All-Star, il vient de sortir d'une année All-Star Year, donc pour lui, tout était, c'est lui qui devait starter au début de l'année. Donc, même moi, quand je l'ai appris que c'était moi le partant pour la première game de saison régulière, c'était un choc. J'étais comme, OK, ben, on va faire. C'est sûr que je m'étais préparé au cas où, mais je ne le voyais pas arriver, en fait. C'était pas mal ça. Parce que tu as eu un bon camp d'entraînement aussi. Les matchs hors concours ont bien été pour toi. Oui, ben, oui, ça a bien été, mais je peux dire aussi que retourner à Laval a été quand même très, très gros. Première game professionnelle dans son stade. C'est vrai. Donc, c'est sûr que je pense pas que je pouvais demander mieux comme première game. Ouais. Comment tu t'es senti lors de ton premier match? On te le dit, à l'époque, c'était Tom Higgins qui était là avec Gin Pop. On t'appelle dans le bureau, on dit « Boris, on te donne le ballon à toi, c'est toi qui vas être notre botteur cette année. » Il y a des gens qui pensaient peut-être que tu aurais fait les bottées de dégagement, Sean White qui aurait peut-être fait les bottées de précision, mais comment tu as appris ça? Comment on te l'a annoncé? Ben, en fait, c'était pendant que la défensive puis l'attaque étaient dans leur meeting, puis ils m'ont fait venir mon coach de position, donc Kavis Reed,
Et Tom Higgins m'ont fait venir dans leur bureau, puis ils me l'ont annoncé le mardi de la game. Donc, je l'ai su en début de semaine, puis ils m'ont dit « Prépare-toi mentalement et il faut juste que tu livres la marchandise parce que maintenant, c'est la vraie saison qui démarre. » Et c'est ce qui est arrivé, parce que je vais te le dire, tu as été une des meilleures recrues dans l'Est, là, on va se le dire. Tu as connu une saison assez extraordinaire. Les Alouettes, ça a été en dents de scie. Il y a eu des bons moments, de moins bons moments. Il y a eu des changements d'entraîneur également. Toi, de l'intérieur, tu as vécu ça comment? Parce que c'est hors de ton contrôle, mais quand même, il y a eu... Exact. Mais c'est sûr que quand tu arrives, personnellement, pour mon expérience, je suis arrivé du Rouge-et-Or, donc c'est quand même un programme assez stable. Ouais. Le coaching staff a été là depuis des années, donc on veut pas, tu développes un certain attachement envers tes coachs parce qu'ils sont tout le temps là, puis tu sais à qui tu peux parler. Puis là, tu arrives, puis il y a du changement, puis ça va très, très vite, le changement. Donc, je pense que mon coach d'unité spéciale a quand même été très, très bon mentor à ce niveau-là. Il m'a toujours dit, tu sais, il risque d'y avoir du changement, juste prépare-toi. C'est du gros travail mental, pour moi en tout cas, au niveau professionnel. Le gros changement que j'ai trouvé, ça a vraiment été au niveau mental, puis juste être capable d'agir comme un professionnel dans n'importe quelle circonstance. Maintenant que la saison est terminée, aujourd'hui, vous avez tourné avec VRAC TV, avec les jeunes et tout ça. Vous vous impliquez énormément, les Alouettes de Montréal. Tu l'as dit tantôt, tu retournes à Marseille, tu retournes en France au cours des prochaines semaines, mais j'imagine qu'à l'intérieur de la Chambre des Alouettes, on veut mettre cette saison-là de côté le plus rapidement possible. J'ai comme l'impression que les Alouettes qu'on va revoir en 2016, ça risque d'être un peu différent. Là. Je pense pas que Gin Pop veuille avoir 2 saisons consécutives comme ça. Non, je pense pas, mais je pense que c'est plus comme une grosse transition, en fait. C'est l'après Anthony Calvillo qui est en train d'arriver. Puis je pense qu'il va y avoir du renouveau. Il y a eu des changements, mais il a quand même gardé un bon noyau, on va dire, avec nos coordinateurs. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis je suis prêt à embarquer dans n'importe quoi qu'on nous met. Honnêtement, c'est ça. Ça va avancer. Parle-moi un peu, je veux que tu me parles des autres stades. Souvent, les Alouettes, nous, on est habitués, c'est un beau stade, au stade Percival Molson. Le Rouge-et-Or, tu étais habitué, vous étiez détesté partout où vous passiez. On ne se comptera pas d'histoire là-dessus, mais c'est un peu normal lorsqu'on réussit toujours. Les Alouettes, c'est un peu ça. Hein? On est un peu les patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Les gens aiment nous détester. Quand vous allez dans d'autres stades, Saskatchewan, des grosses foules, comment vous êtes accueillis là-bas? Bien, c'est pas vraiment accueilli, en fait. Non, c'est ça. Dire, c'est assez... c'est quand même spécial, mais pour moi, en tout cas, je trouve que les expériences que j'ai vécues à date avec le Rouge-et-Or, il y en a une certaine qui ne sont pas comparables à ce qui m'est arrivé cette saison-là. Je me rappelle en 2012, quand j'étais allé à Toronto, c'était 35 000 personnes, puis c'était assez spécial parce qu'il y a, je ne vais pas pointer, mais tous les anglophones qui nous ont juste haïs. Donc, c'était pas tant le fun, mais c'est vrai qu'il y a quand même des très bonnes foules qui sont quand même assez... Saskatchewan fait beaucoup de bruit. Ouais. Winnipeg, c'était peut-être mon premier match aussi à l'extérieur, mais Winnipeg, c'était pas mal aussi. Tu as droit à du beau vocabulaire, on va dire, de derrière toi. Donc, c'est vrai que c'est bruyant, mais il y a surtout beaucoup plus de monde. Puis je pense que comment vous dire? Est-ce qu'on est fair play quand même ou non? Le fair play, il y est, mais c'est quand même spécial comment est-ce que ça se passe. C'est le stage. Le stage est vraiment plus gros, donc c'est sûr que c'est plus gros au niveau des résultats, c'est plus important. Puis c'est dans bien des places, comme en Saskatchewan, c'est leur Canadien de Montréal. À eux, exact, en fait, c'est leur sport numéro 1. Tout le monde est à la maison, puis il y a juste ça. Tu arrives à Saskatchewan, puis dès que tu arrives à l'aéroport, tout le monde, que ce soit le monde qui travaille dans l'aéroport ou le monde qui est autour, tout le monde part du Saskatchewan. Tout est vert et c'est juste que ça, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison 2016? Qu'est-ce que l'entraînement? Là, on repart l'entraînement, puis... Non, pas encore. On va partir en vacances, on va profiter des vacances, puis au mois de février, on va redémarrer leur saison. Puis qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Juste une très, très belle saison qui arrive pour l'année prochaine, puis possiblement une Coupe Grey. Et est-ce qu'un jour, si la porte se rouvre, un try-out avec la NFL, ou tu as mis ça de côté? Ça, c'est de côté pour l'instant. Ouais. C'est de côté, c'est juste un gros rêve. Puis je pense qu'en ce moment, mon cœur et mon état d'esprit est aux Alouettes. Donc pour l'instant, c'est ça, c'est les Alouettes et on verra ce qui va se passer après. Boris, merci beaucoup. En tout cas, ta jambe droite est assez puissante, merci. Quand on est dans la zone à la ligne de 30, on sait que tu vas reculer l'équipe adverse assez loin. Donc, puis c'est vrai que maintenant, ça a changé votre rôle. C'est beaucoup plus spécifique, beaucoup plus compliqué. Puis les 3 points sont assez importants maintenant. Les matchs sont serrés. C'est ça, donc, oui. Chaque point compte. Voilà. Merci beaucoup, Boris. Merci. Bonne continuité. Merci.
Nous sommes de retour en Sport Express. Hey François, c'était la dernière course de NASCAR. Étais-tu déçu, Alex? Non, mais je me suis dit, tu sais à quel point je suis un gars professionnel jusqu'au bout des ongles, même si je n'en ai pas beaucoup. Alors je me suis dit, je vais me taper la course de Homestead. Toi, tu t'es installé un feu de foyer, Ben oui, petit exact. verre à Puis la là, en main. même temps, c'était la dernière course de Jeff Gordon. Mais l'émission d'avant-course, ça finissait pas de pas finir. C'était-tu bon, au moins? J'étais correct. OK. J'étais correct. Mais à un moment donné, il a fallu que j'aille au Centre Bell, tu sais ce que tu sais. Ouais. Il a fallu que je revienne après la prestation de Céline. Alors, tout ça pour dire que c'était la dernière course, mon cher. Ouais. Kyle Busch, qui est le grand gagnant. C'est ça qui sert. Tu sais, dans le fond, là, c'est pas compliqué, là, si vous avez quelque chose à savoir. Kyle Busch, le récipiendaire 2015 de la Sprint Cup. Bravo. Alors. Et ce n'était pas le plus apprécié des pilotes, Alex. Non. Puis lui, en plus, tu sais qu'il s'est pété à la gueule au début de l'année. Tu sais que j'avais fait une montée de lait contre lui. Oui. Ses commanditaires et tout ça. Imagine, le gars a manqué quoi, Claude? 11 courses? Manqué 11 courses, puis il a gagné la Chase. Ouais. Alors, chapeau. Paraîtrait-il qu'il est rendu très humble, ce qu'il n'était pas auparavant. C'est ce que Richard, notre DG, nous a dit. Ça se peut, sérieusement, mais c'est un gros show. Tu sais, dans le fond, je fais des blagues, ça finissait pas de finir, mais moi, à 10 h le matin, je peux me plugger sur NFL Primetime, puis tu sais, je vais écouter l'émission d'avant-match jusqu'à 1 h. Ouais. Tu sais, tandis qu'au hockey, il me semble, un petit avant-match canadien, une demi-heure, je n'ai assez. Au foot, c'est long, mais en tout cas, c'est un gros show. Ben là, on en parlera plus pour quelques... Ça Mais commence non, quand, parce ça, que la Claude? prochaine course, c'est quoi? C'est mi-février. J'ai jeté ma feuille, mais c'est mi-février. Là, c'est long, là. Une semaine, 2 semaines, tout ça pour le Daytona 500, parce que vous le savez, C'est vrai. au NASCAR, on se casse pas le bicycle. On commence ça avec le Super Bowl des courses. Ouais. C'est le Daytona 500, donc c'est au mois de février. Faites-vous-en pas, on va avoir l'occasion d'y revenir, c'est sûr et certain. Je te souhaite des bonnes vacances de NASCAR. Merci, François. Merci à l'organisation, encore une fois, des Alouettes. Ouais. Belle émission. Des gars fort sympathiques. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.